Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Eh bien, ce soir, Expression Livre s'adressera un peu plus particulièrement aux amoureux de l'histoire, mais pas seulement, à ceux et à celles qui veulent connaître un peu plus sur l'histoire de notre peuple, ses souffrances, ses malheurs, puisque nous allons évoquer un pan de l'histoire de notre peuple très peu connu. Il y a eu peu d'études historiques qui ont été faites sur ce sujet. Et avec nous, justement, nous allons évoquer son essai, Hadj Ali Mustafa. Bonsoir, Hadj Ali Mustafa. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et nous allons parler de votre essai intitulé « Les bagnards algériens de Cayenne » et c'est paru aux éditions El Hamel. Alors, c'est vrai que, bon, Cayenne, on va se situer quand même pour ceux qui ne sont pas grands férus de géographie. Cayenne, ça se trouve au nord de l'Amérique du Sud. C'est toujours encore une sorte de colonie. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme cela, mais c'était une colonie de l'empire colonial français qui jouxte le Brésil et qui jouxte deux anciennes colonies, l'une britannique et l'autre néerlandaise. La néerlandaise s'appelait le Suriname, l'autre s'appelait tout simplement la Guyana. Et qui ont eu leur indépendance dans les années 60, 64, 65, si mes souvenirs 66. sont bons. 66. Pour ce qui est de la Guyana, pour ce qui est de la colonie hollandaise en 1975. 75. Voilà. Oui, donc pour le Suriname. Pour le Suriname, voilà. Ce qu'on appelle le Suriname. Alors, jusqu'à aujourd'hui, Cayenne reste ce qu'on appelle un département ou un territoire d'outre-mer, voilà. Des restes de l'ancien empire colonial français. Et on va voir que c'est une région très particulière, parce qu'il faut remonter un peu en arrière pour connaître pourquoi l'empire colonial français a voulu s'installer dans cette partie du monde, qui est vraiment très lointaine, et qui est une région où les trois quarts, c'est de la forêt amazonienne, en fait. 90%. 90%. Mais on verra pourquoi. Et puis, chose qui est très peu connue, on connaît beaucoup plus la déportation, surtout après la révolte d'El Mokrani, de nos compatriotes vers la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Ça, on connaît un peu plus. Il y a eu beaucoup plus d'études qui ont été faites, mais la déportation de nos frères dans cette région du monde, franchement, je ne connais pas. C'est le seul ouvrage, à ma connaissance, qui est tombé entre mes mains, qui l'évoque. Et ça a demandé, je suppose, beaucoup de travail de recherche. Ouais. Preuve en est, c'est qu'il y a une excellente et très longue bibliographie à la fin de votre ouvrage. Ça veut dire que vous avez dû consulter des ouvrages. Et puis parce que les archives concernant les Algériens qui ont été déportés sur les différents îlots de ce qu'on appelle ce territoire dit de Cayenne, de Guyane. La Guyane française, bien, a été très difficile d'accès. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont été ouverts, mais on va y revenir. Alors, Hadj Ali Mustafa, qu'est-ce qui vous a amené, vous, dont ce n'est pas le métier d'être historien, de vous intéresser à ce pan de l'histoire de notre pays, de notre population plutôt, de notre peuple, qui a été la déportation vers ce territoire de la Guyane dite française? Bon, premièrement, déjà quand j'étais petit garçon, le vieux, l'Armand,
nous racontait, bon, à l'époque, il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de moyens de loisirs, pas de poste, pas de télévision, donc on passait le temps à raconter À écouter les sages. Exactement, les histoires. Donc, après chaque couscous du soir, autour du canoun, le vieux, il avait la tête pleine, il a vadrouillé un peu partout, donc il avait ramené quand même, enregistré beaucoup d'histoires, parmi elles, celle concernant les bannières de Guyane. Alors, de temps en temps, il nous racontait comme ça une évasion. Ouais. D'ailleurs, moi je trouve que dans le livre, le chapitre le plus impressionnant est celui des évasions. Oui. Voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est le plus romanesque aussi. Exactement, voilà. Alors, on restait bouche bée. Ouais. Alors, déjà, à l'époque, déjà à 6 ans, 7 ans, je comprenais, je déduisais déjà certaines choses. Comme quoi, puisqu'il en parle, il en fait une histoire, c'est parce que c'est important, c'est parce qu'il était difficile déjà de s'évader de là-bas. Ouais. Voilà, c'était pas vraiment facile. C'est loin, en plus, et en plus, c'est des illettrés. Alors, vous prenez n'importe qui, quand même, qui a une certaine instruction, de nos jours, vous lui bandez les yeux, vous le mettez au milieu de la ville d'Annaba, de Constantine. Ensuite, il ne sait plus où aller. Mais là-bas, à 9000 km d'Alger, et avec toutes les péripéties, et le problème n'était pas que l'instruction, il y avait déjà le manque d'argent. Oui. Il fallait à chaque fois traverser la brousse. À chaque fois, pour s'évader, il faut traverser la brousse. Ah bah c'est pas la forêt amazonienne. Exactement. C'est plus la brousse, là, c'est l'horreur. Eh ben oui, mais on a comme ça tendance à chaque fois à prononcer le mot brousse. Alors, avec tous les dangers qu'elle comprenait, il y avait les caïmans. Bon, premièrement, c'est une terre de marécage. Ouais. Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière. Mais attendez, déjà, le mot Guyane est tiré, c'est un mot indien. Oui. Les Arawaks, c'est une tribu d'Indiens qui ont appelé la région Guyane. Guyane, ça veut dire en indien abondance d'eau. Là, un territoire où l'eau abonde. Voilà. Alors, le climat en Guyane se partage l'année en 2 saisons. Il y a 6 mois de mousson, des pluies, comme aujourd'hui ici, et 6 mois de chaleur. Sécheresse avec une aridité totale. Exactement. Donc, quand il pleut pendant 6 mois, et encore, la région connaît ce qu'on appelle le mouvement des marées. Donc la mer, il y a parfois marée basse, marée montante, et quand ça monte, ça déverse de l'eau de part et d'autre. Donc toutes les terres étaient inondées. Alors, donc il y avait des cuvettes. Voilà, des cuvettes d'eau pleines, infestées des caïmans. C'est la plus grande race de crocodile, si vous voulez. Donc il y avait déjà les caïmans, et il y avait le jaguar, il y avait l'anaconda, qui engloutissait des personnes comme ça entièrement. Il y avait d'autres parasites, il y avait des serpents venimeux dont on ne peut pas s'échapper de la morsure. Je vous arrête un instant, si vous me permettez, Hadja Ali Mustafa. Oui. Avant que nous passions, parce que c'est pratiquement votre dernier chapitre concernant les évasions. D'accord. On va essayer quand même de resituer la Guyane, cette colonie française, le pourquoi du comment, etc. C'est une colonie qui date du XVIIIe siècle, n'est-ce pas?
C'est une colonie française. Les débuts de colonisation, bon, d'abord c'était un territoire qui a été découvert au XVIe siècle. C'est ça, mais voilà. Enfin qui n'était pas du tout... Alors, le premier essai de colonisation datait de 1604. Et ainsi de suite. Donc, alors, tous les cycles, mais chaque fois, ça foire. Nous sommes fin du XVIIe, début du XVIIIe. C'est un des ministres les plus célèbres de Louis XIV, Colbert, ouais. Qui dit, bon, ce territoire, en fin de compte, au départ, c'était un territoire parce qu'il devenait stratégique, parce que c'était un petit peu pour damer le pion à l'Empire britannique, hein, qui était un des empires qui défiait le plus la France. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, parce que c'est un petit pays, on voit très bien, mais c'était un empire excessivement puissant, qui était l'empire hollandais. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Empire hollandais, il était en Indonésie, il était à Java, il était même en Inde, et puis il était dans cette région-là, hein, parce que c'était des régions où, effectivement, c'était les Amériques. Okay, ouais. Donc on se battait bien fort là-bas. Les Français perdent devant les Anglais le Canada, il faut qu'ils se redisposent un petit peu dans cette région-là. On sait qu'elle est riche, hein, café, poivre, on découvre par la suite qu'il y a de l'or, qu'il y a même de l'argent, que bon, ça rapporte, ça rapporte. Et puis c'est une région stratégique sur le plan militaire également. Donc, je dirais que le royaume de France, au départ, va se dire, bon, on a perdu du terrain, là et là, bon, on a Saint-Domingue, ok, hein, qui deviendra ensuite la République dominicaine et aujourd'hui Haïti, ouais. On a Saint-Domingue, mais ça ne nous suffit pas. On a la Martinique, on a la Guadeloupe, hein, y a quelque chose qui est très important, qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le sucre, il ne faut pas l'oublier. Hein, on n'en est pas encore à la betterave sucrière. Hein. Le sucre, c'est la canne à sucre. Et puis de la canne à sucre, on tire aussi un produit qui se vend très bien à travers le monde, c'est le rhum. Ouais. Hein, ouais, oui, c'est une énorme richesse. Bon, donc on se dit, il faut faire quelque chose dans cette région du monde. On va essayer de peupler. Bon, il y avait les Indiens, bon, enfin, pas très habitués à travailler dans les champs, ils étaient plutôt dans la forêt amazonienne, etc. Bon. Comment on va en faire une colonie de peuplement? Comment on va peupler cette région qui est très inhospitalière? Alors, on va envoyer ce qu'on appelle des métropolitains, hein, mais ça ne fonctionne pas. Volontaires, oui. Voilà, des volontaires, le climat est très difficile, le travail ardu, comme vous dites, 6 mois de mousson, 6 mois de sécheresse, des gens ne supportent pas. Alors on commence déjà par y envoyer ce qu'on appelle les coulisses, c'est-à-dire des Chinois, des Indochinois, et des Indiens. C'était par la suite. Ouais. Et on avait déjà pensé à ramener, à importer la main-d'œuvre servile des Noirs. Voilà. Ben oui. Voilà, il y avait la traite négrière pendant 3 siècles. Et c'est Colbert qui a inventé ce qu'on appelle le code noir. Voilà, exactement. Bon. Alors, on essaie de faire en sorte que de faire vivre cette colonie. Hein. On ne sait pas très bien comment la faire vivre, mais on essaie il faut en tirer les richesses. Mais bon, les populations européennes ne veulent pas trop y aller. C'est loin, c'est difficile. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y avait rien du tout. C'était pas très attirant. C'était, je dirais, tout à fait le contraire de ce qui va se passer chez nous.
où le pays était très attirant. Ouais. Ben oui. Ouais. Hein. D'abord, Exactement. pardon, on est tous malades parce que on a tous la grippe. C'était parce que c'est à 9000 kilomètres. Alors que bon, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, bah c'est à 2 jours de mer. Hein. Tandis que là, c'est Maximum, c'était 3 jours, oui. ouais, 2-3 jours de mer. Tandis que là, c'est 3 semaines, 1 mois, hein, pour y arriver. Donc ça a été le premier souci, je dirais, et du Royaume de France et ensuite de l'Empire colonial français, de se dire comment on va s'en sortir pour faire quelque chose de cette région-là. Hein. Et tout d'un coup, on a idée, ça un peu plus tard, on a idée de se dire, ça c'était, je dirais, dans les années 1800, de se dire, tiens, si on envoyait, excusez-moi du terme, hein, Hazarali Mustafa, si on y envoyait la racaille, ah ben, pas d'autre mot, hein. Toute la racaille, hein, on va l'envoyer là-bas et on va les faire ce qu'on appelle les travaux forcés. Hein. Ils vont dégager des routes, ils vont faire la déforestation, comme ça on va avoir du bois, on va pouvoir planter, on sait qu'il y a de l'or, et ben en avant la musique, hein, c'est un travail plus que pénible. Bon, ouais, on voyait tout ce qui est la lie de la société, c'est-à-dire Puis il y avait un autre problème, c'est que les prisons, c'est-à-dire les bagnes qui existaient en France, hein, les bagnes portuaires, oui. Les bagnes portuaires étaient à rabord. Ouais. Il fallait trouver une solution. Hein. Ouais. Brest, Rochefort, Toulon. Rappelons-nous, Toulon, c'est Victor Hugo, c'est Les Misérables. Hein. Ouais. C'est Jean Valjean, ancien bagnard à Toulon. Bon, ouais, on va les envoyer très loin. Comme ça, bon, allez. Et puis qu'ils meurent là-bas, tranquilles, etc. Alors... et c'est à ce moment-là que, je veux dire, votre essai intervient. Votre idée absolument intervient, c'est-à-dire, on s'est dit, ben tiens, il y a aussi tout ce qui est en Algérie, etc. On avait déjà conquis l'Algérie depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, hein, alors les rebelles, et puis aussi les voleurs, les assassins, ceux qui ont tué le colon du coin, ou je ne sais pas qui, enfin l'Européen, hein, etc. Ben tiens, au lieu qu'on les laisse à Brest, à Toulon, et à Rochefort, on va les envoyer là-bas. Hein, et puis, qu'ils y restent. Ouais. Qu'ils y restent. Alors, c'est ça le fond de votre essai. Hein. Ouais. C'est comment on va se débarrasser. Combien y a-t-il eu d'envoyés d'origine algérienne dans les bagnes de Guyane? Dans le bagne de Guyane, j'ai fait une étude déjà dans le livre. Il y avait environ 20 000. 20 000 Voilà. 20 000, mais c'est énorme. C'est ça, justement, le paradoxe, le problème. Pourquoi il n'y a personne qui en parle? Ouais. 20 000, ça représentait 30% de la population totale du bagne, ouais, pendant un siècle. Voilà. Le bagne avait ouvert ses portes. Le bagne de Guyane avait ouvert ses portes en 1852. Exactement. Voilà. Institutionnalisé par Napoléon III. Exactement. Alors, il avait duré exactement un siècle. Voilà. Il avait duré un siècle parce que même avec la fermeture du bagne en 1946, oui, sur incitation des Alliés, oui, voilà, il avait quand même traîné un peu la patte jusqu'à 1953. 1953, il y a eu le dernier rapatriement de Bania. Vous dites dernier bateau, 1953. Voilà, exactement. Voilà. Alors, pendant un siècle, il y avait 70 000 condamnés qui ont foulé cette terre de la grande punition que fut la Guyane française. Sur 70 000, 20 000, je dirais un peu plus,
étaient algériens. Alors, ce qui représentait 30%. Mais c'est énorme. Ce qui représentait aussi 70% de la population totale, enfin, des condamnés coloniaux. Oui. Voilà. Des condamnés coloniaux, 70% étaient algériens. Alors, voilà. Donc, il est temps d'y penser, d'écrire quelque chose. De se pencher sur la question. Voilà, bien sûr. Parce que. Voilà. Pour revenir à votre question, pourquoi les Algériens sont aussi. Nous ont représentés au bagne. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est parce qu'ils ont entravé le projet de colonisation de l'Algérie. Oui. Voilà. Alors, c'est des fausses de troubles. Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, c'était de la racaille, le rebut de la société, oui. Déchets sont nuisibles. Donc, ça ne concernait pas particulièrement les métropolitains, donc même ceux des colonies. Donc, même les coloniaux, il fallait les exiler. Alors, là où, bon, je suppose que vous avez dû avoir du mal à trouver, je dirais, une sorte de documentation, d'archives, alors qu'elles existent, sur, je dirais, la répartition de ces plus de 20 000 déportés d'origine algérienne. C'est-à-dire, il y a eu, alors on a envoyé en déportation travaux à perpétuité, ou on verra le terme de relégué, hein, quelle est la différence, c'est important. Ceux qui étaient pris, je dirais, parce qu'il y avait des soulèvements populaires. Hein. Il y avait trois catégories de condamnés. Il y avait les déportés, ce qu'on appelle les déportés, la déportation, qui relève de la déportation, c'était des déportés, des condamnés pour délits politiques. Voilà. Voilà. On les appelle déportés. Déportés. La peine est désignée par déportation. Voilà. Donc il y a perpétuité. Non. Pas toujours. Pas toujours. D'accord. Il y avait, alors en 1800, alors la loi impériale du 30 mai 1854 sur la transportation portant condamnation aux travaux forcés. Donc, la peine des travaux forcés était désignée par transportation. Transportation. Voilà. Donc, à partir de... et en plus, c'est à partir du décret du 27 mars 1852, donc 2 années plus tard, qu'a été désigné la Guyane comme colonie pénitentiaire. Voilà. Voilà, prête donc à recevoir tous les condamnés de droit commun, qui est fermenté dans les bagnes coloniaux, plutôt dans les bagnes portuaires métropolitains que vous venez de citer. Voilà, exactement. Alors, il y avait ceux qui étaient déportés pour, je dirais, raison politique, délits politiques. Exactement. Hein, bon. Et puis il y avait ce qu'on appelle les droits communs. Les droits communs, c'est la transportation. On les appelle transportés ou forçats. Voilà, ça c'est important. Ça c'est pour vol qualifié, meurtre, tentative de meurtre, ainsi de suite. Ou peu importe. Voilà. Alors, il y a la troisième condamnation, c'était la relégation. La relégation, qu'est-ce que ça veut dire, la relégation ? Elle était instituée par la loi du 27 mai 1885 sur la Troisième République. Voilà, elle frappait les récidivistes. D'ailleurs, on l'appelle aussi la loi sur les récidivistes. 3 fois. C'était 3 fois. Non, dans un intervalle de 10 ans. Si vous cumulez 3 fois, suite. Non, un peu plus. C'est-à-dire pour des petits larcins. Pour des petits larcins, jusqu'à 7, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Voilà. Alors, au bout du dernier délit, donc vous êtes sur 10 ans, au bout de 10 ans, vous êtes relégué. Voilà, exactement. Vous êtes condamné. D'abord, vous passez
vous expiez d'abord la peine initiale. Alors, on l'appelait peine principale. C'est-à-dire, pour le délit, quelqu'un qui a volé, je ne sais pas, rien du tout, une poule, à l'époque, les gens, ils avaient faim, ils volaient des poules, ils volaient des œufs, ils volaient un peu de tout. Alors, on appelait peine principale le séjour qu'il allait passer en prison. Donc, qui pouvait être de quelques mois seulement. Oui. Mais une fois terminé, la peine, il est relégué au bagne de Guyane. Mais là, c'est la perpétuité. Ah. Voilà, on l'appelait une peine accessoire. Alors, vous voyez le paradoxe. Oui. Alors, la principale, c'était les 3 mois de prison. Oui. Dans son pays, la peine accessoire, c'était la condamnation à vie à l'exil. C'est-à-dire, en fait, c'était une sorte de « je t'exile ». Exactement. Je ne te veux plus dans mes pattes. Exactement. Ceux-là, les condamnés donc, de cette catégorie, pourquoi on les condamnait à cette peine-là? C'est parce que c'était des incorrigibles. Ils n'arrivaient pas à s'amender. Donc ils sont irrécupérables, autant les expédier à vie. D'ailleurs, là-bas, ils ont rien. On s'en fiche. Exactement. Mais quand ils sont arrivés là-bas, bon, la loi était claire. La loi sur la relégation stipulée prévoyait plutôt uniquement l'exil. C'est ça. L'exil. Sans plus. Mais quand ils sont arrivés là-bas, d'abord, ils les ont partagés déjà en 2 catégories. Il y a la relégation, il y avait les relégués collectifs et les relégués individuels. D'accord. Voilà. Pour être de l'individuel, il fallait avoir des ressources, comme ça, personnelles, pour ne pas dépendre, je veux dire, de l'administration pénitentiaire. Voilà. Mais pour les collectifs, ils étaient astreints aux travaux forcés, alors que normalement, ce n'était pas le cas. Ils étaient uniquement astreints à l'exil. C'est ça. Voilà. Mais pour les travaux forcés, il y avait, je suis tombé sur un article d'un ancien directeur de l'administration pénitentiaire en 1904 qui disait, qui parlait justement à propos des relégués collectifs qui devaient travailler, qui devaient exercer des travaux, exécuter des travaux forcés. Alors que c'était contraire à la loi. Il disait que le bagne avait un coût, il fallait qu'il ramène du profit. C'est ça. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Exactement. Hadj Ali Mustafa. C'est-à-dire que, en fait, l'idée qu'on retrouve et que vous signalez très très bien dans les bannières algériens de Cayenne, votre essai, c'est il faut que le bagne rapporte de l'argent, il faut qu'il soit profitable. Eh ben oui. Attention, hein, c'est-à-dire que quand on condamne les gens à des travaux forcés, c'est bien parce que il faut ouvrir des routes, il faut, je sais pas, drainer des marécages, il faut aller dans les mines, hein, il faut aller à la culture du poivre ou de la canne sucrière, etc. C'est-à-dire que tout cela rapporté à des sociétés, n'est-ce pas, hein, qui rapportaient au trésor public. Certainement. Hein, il y avait des taxes, etc. Tout cela. Même ce que vous appelez le relégué, je dirais individuel, libre, il payait lui aussi des taxes. Hein. Alors, ce qui m'a semblé absolument inimaginable, c'est que on a mis en place, et ça, je vous dirais que c'est diabolique, hein. Je veux dire, c'est plus que diabolique, ça me rappelle un peu les camps de concentration, c'est-à-dire que les camps de concentration, il fallait que ça rapporte aussi de l'argent. Hein. Oui. Il y avait des ateliers, même dans les camps de concentration, il y avait des ateliers. Mais bien sûr, il y avait des ateliers, on faisait travailler les gens comme esclaves ou semi-esclaves, etc. Et tout cela. Alors, mais ce qui est incroyable, c'est que il y avait pourtant un gouverneur de Guyane, hein, qui dépendait donc directement du ministère des colonies. Voilà, mais il y avait une administration pénitentiaire qui avait l'air d'être complètement libre, qui faisait
comme elle l'entendait, avec une sorte de code qu'elle avait elle-même créé, hein, et que le gouverneur, même s'il était un brave homme, hein, ne pouvait absolument pas intervenir dans l'administration pénitentiaire. Il n'intervenait jamais. Jamais. Il ne pouvait pas intervenir. C'était en quelque sorte la loi de la jungle, Oui. entre guillemets, Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Exactement. Hein? Voilà, c'était le directeur de l'administration pénitentiaire, ensuite les commandants supérieurs des pénitenciers, parce qu'il y en avait plusieurs. Oui, il y en avait plusieurs. Voilà, c'était eux qui faisaient la loi, même ceux de... Enfin, suivant la hiérarchie, jusqu'au dernier surveillant militaire. Alors c'est extraordinaire. Voilà. Comment vous expliquez comment il y avait une hiérarchie de cette administration pénitentiaire avec même un tribunal. Oui, il y avait le TMS qui jugeait tous les délits maritimes spécial. Voilà. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il était complètement hors du champ judiciaire soit de la République, soit de l'Empire. Ah, exactement. C'était... parce que même l'avocat était désigné par le tribunal. Exactement. On a l'impression d'être dans un monde où, de toute façon, vous ne pouviez pas vous en sortir. Une fois que vous étiez là-dedans, ça y est, vous étiez sur des rails. C'était un cercle complètement vicieux. C'est incroyable. C'est-à-dire un labyrinthe. Voilà. Mais vous décrivez ça d'une façon qui donne plus que froid dans le dos, hein, parce que vous dites, le pauvre gars, bon, il a commis 3 larcins ou 4 larcins, tout d'un coup, on lui dit, bon, bah, tu vas passer ta peine de prison, je sais pas moi, la prison, je dis n'importe quoi, hein, de Rennes ou je sais pas quoi, bon, tu as fait tes 1 an de prison, puis tout d'un coup, tu es relégué là-bas, mais on va te dire tout de suite, hein, tu reviendras pas, hein, ouais. Ou alors les pieds devant, et encore. Quand je dis les pieds devant... Non, mais c'est là-bas. Mais là-bas. C'est là-bas. Non, mangez par les requins. Voilà, exactement. Voilà. Comme, bon, les relégués, ils avaient un pénitencier à part. Oui. Parce qu'ils étaient déjà vomis et par l'administration pénitentiaire qui les encadrait et par les forçats. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que les forçats ils se vantaient d'avoir commis des vrais délits, quoi. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas... D'ailleurs, la plupart des dangereux, justement, les plus dangereux, ils étaient incarcérés aux îles du Salut. Oui. Voilà, à l'île Royale. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment impossible de s'évader. Parce qu'il défrayait la chronique. Si jamais un grand, il est connu, il s'évade. Donc, c'est un point noir pour l'administration pénitentiaire. Voilà. Alors, ce qu'on sait mal, et que vous, franchement, vous décrivez avec une très, très, très grande précision, impression, bon, dans l'imagerie populaire, on se dit, bon, c'est le bagne de Cayenne, et puis point barre. Pas du tout. Vous mettez, il y a une carte, montrez le nombre de camps qu'il y avait. Oui. C'est impressionnant. Oui. Et oui, c'est ça, pour coloniser, pour réussir le projet de colonisation. Et il faut toucher tous les endroits, toutes les îles. C'est du nord au sud. Hein. Le territoire, il est vaste. Donc, il y avait même, alors ça, moi j'ai appris ça avec stupeur, au départ, parce que, bon, quand on avait envoyé ces bagnards ou ces relégués, etc., il y avait 2 bateaux qui emmenaient, on les appelait les bateaux blancs, là. Exactement. Ici, au Bled, on les appelait les bateaux blancs. La Martinière et la Loire. La Loire, oui. C'est que quand les gars débarquaient là-bas, il n'y avait aucune infrastructure. Non, les premiers temps, c'était pas cela. Alors, il y avait d'autres anciens bateaux qui prenaient d'ailleurs, qui mettaient jusqu'à 4 semaines pour faire les 7000 km, donc à partir de Toulon, de la métropole. Ouais. Voilà, et faisaient jusqu'à 4 semaines. En faisant une petite halte sur Alger. Non, c'était par la suite. Par la suite. C'est à partir de 1900. C'est ça. À partir de 1900, il y avait, le ministère des colonies avait affrété
à la Société nantaise de navigation, le steamer La Loire. C'était un grand steamer, un grand navire. Donc déjà qui prenait beaucoup normalement d'individus. C'était prévu pour 150, voilà. Mais on en tassait 300. Exactement, dans les bagnes, on les appelait aussi des bagnes, les cages à bord du bateau, et voilà, on les appelait bagnes. Voilà. Alors, avec avec l'arrivée du vaisseau La Loire, les traversées avaient changé de forme. Donc, avant, les bagnards algériens, les condamnés algériens, donc, étaient écroués déjà à Al-Harrach, au dépôt d'Al-Harrach. Donc, dès qu'il y a un bateau qui mouille dans la rade d'Alger, en partance pour la métropole, d'abord. Oui. Voilà, comme première Marseille étape. Voilà. Généralement, c'est Toulon. On les embarquait, donc on faisait escale à Toulon, c'est là qu'il y avait le bagne. Voilà. Donc ils entraient dans la chiourme, ils se faisaient ferrer la chaîne, voilà. Et ils intégraient la chiourme, donc ils travaillaient soit à la forge, à la corderie, enfin beaucoup d'ateliers. C'était des travaux forcés. Déjà commencé, les travaux forcés commençaient là. Alors, dès que le bateau, dès que le nombre était suffisant pour compléter un convoi en partance pour la Guyane, on faisait le plein. Allez, exactement, tout le monde partait. Et autre chose, quelque chose d'intéressant à signaler, quand ils étaient écroués au dépôt d'Al-Harrach, ils avaient un numéro. Voilà. Quand ils intégraient la chiourme au bagne de Toulon, ils perdaient le premier au profit d'un deuxième numéro. En même temps, ils perdaient leur identité. C'est ça. Donc, c'était le numéro. Et gare à celui qui perd le numéro à l'appel. Voilà. Et plus tard, encore, ça dépend, un mois, 2 mois après, c'était le départ pour le bagne. Voilà. Et là-bas aussi, et changer de numéro à chaque fois. Mais à partir de 1900, c'était le bateau La Loire et plus tard la Martinière qui faisait la traversée. Donc, ils quittaient Saint-Martin-de-Ré, dépôt de condamnés de Saint-Martin-de-Ré. Donc, ils embarquaient les forçats métropolitains. Ensuite, il met cap vers le sud. Donc en Algérie, pour embarquer les condamnés maghrébins par la justice française au Maghreb, parce qu'il y avait quelques Tunisiens, quelques Marocains, même quelques Africains de couleur, pas assez. Voilà, mais non, 90 jusqu'à 80 des troupes, c'était des Algériens. Voilà, 95% c'était des Algériens. Voilà. Alors, il chargeait, il embarquait, donc il s'est condamné à Alger. Et il fait route directement vers la Guyane. Et il mettait 18 jours au total. Saint-Martin-de-Ré, Alger, Guyane, en 18 jours. Voilà. Alors, il y avait évidemment des endroits, je dirais des bagnes, vous en citez 2, vous dites c'est les bagnes de la mort. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, il y avait Godebert et Charvin. Exactement. C'est-à-dire, même pour les bagnards les plus endurcis, quand on en disait vous avez fait trop de bêtises, vous êtes trop indiscipliné, etc., on va vous envoyer dans un de ces 2 bagnes, on savait que c'était fini. Hein, on sortait les pieds devant. Obligatoirement. Rare ceux qui tenaient 2 ans. Ouais. Très rare. Voilà. On y envoyait ce qu'on les appelait les incorrigibles. Ouais. Voilà. Ceux qui avaient déjà, en plus de la peine du délit grave qu'ils avaient commis, soit dans la colonie, comme les Algériens, que ce soit pour les métropolitains, donc en France. En sus donc, de ce délit, ils commettaient d'autres délits.
surtout pour les perpètes. Ouais. Les perpètes. Oui, ils n'avaient rien à perdre. Ils n'avaient rien à perdre. Alors, c'était surtout pour des délits d'évasion. Ouais. Voilà, un perpète quand il est surpris. Ou rixes entre. Voilà, il y a des bagnards, rixes, bien sûr. Les rixes, tout de suite. Voilà. Ah ouais, comment dirais-je, pour un regard mal interprété, ça s'allume. Voilà. Bah, c'est un peu logique. Alors, bien sûr. Alors, vous donnez des détails absolument terrible, faire frémir. Hein. J'ai beaucoup aimé les différents chapitres sur la vie au quotidien des bagnards. Déjà, ils étaient enchaînés 2 par 2. Hein, donc, si l'un, comme vous dites, tombait d'une quelconque façon, l'autre le suivait. Hein, automatiquement. Donc il fallait vraiment bien s'entendre, hein, parce que sinon, parce qu'on était liés à vie. C'est le partenaire. C'était le partenaire à vie. Vous décrivez les différentes formes de punition et qu'est-ce que et comment on punit avec jusqu'à l'horreur la plus totale qui était d'être enfermé où on ne voyait pas le jour. Le cachot, oui. Cachot total, ouais. Hein, on dormait par terre, où il y avait une petite trappe, vous sortiez votre tête pour qu'on vous rase. C'est tout, pour recevoir la pitance aussi. Et pour recevoir la pitance, hein, dites, à chaque degré, hein, il y avait une forme de punition. C'est incroyable, il y avait une sorte de règlement qui pouvait totalement, qui échappait totalement, je dirais, à une administration pénitentiaire métropolitaine. Voilà. Totalement. On a l'impression. Et en même temps, quand j'ai terminé votre essai, Hadj Ali Mustafa, je me suis dit, c'est bizarre, parce que quand même ça me rappelle ce qui s'est passé un siècle plus tard, c'est-à-dire pendant la guerre 39-45 dans les camps. On dirait que les gars n'ont rien inventé. La numérotation, oui. La réglementation, c'est la même. Laisser crever les gens, oui. Exploitation jusqu'à la mort, oui. Il faut que ça soit rentable, oui. 90%, excusez-moi du terme, je vais être trivial, hein, mais 90% des ménagères pendant la Seconde Guerre mondiale allemande utilisaient des casseroles qui étaient fabriquées dans les camps de concentration. Hein. Et les marmites, ce qui est vrai. Hein, et quand je dis casserole, c'est pour dire l'ustensile le plus banal. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Mais là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que les gars, quand ils envoyaient du bois en France ou du poivre, etc., le gars qui mettait du poivre chez lui, de Cayenne, dans sa tête, le bon petit français. Voilà, ça se passe bien, c'est une principauté. Il ne pensait pas que, voilà, le sucre, il ne pensait pas que quand il sucrait son café, il ne pensait pas du tout à ce qui pouvait se passer dans les bagnes de Guyane. Hein. Ouais. Bon. Mais revenons à une chose qui. Revenons à nous. À nous, Algériens, parce que c'est quand même les bagnards algériens de Cayenne. Alors. Moi, j'ai pu retrouver, en allant sur Internet, hein, parce que les archives commencent à sortir, il y a une liste. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une liste avec tous les noms et les prénoms des différents déportés et bagnards algériens qui existent. Une liste d'archives officielles françaises. Donc, on peut retrouver... Hein, et ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. Hein. Il n'y a pas tout le monde. Hein. Est-ce que vous parlez d'une liste des bagnards de Nouvelle-Calédonie? Non. De Guyane. De Guyane. Non, mais elle n'est pas encore... Bon, elle n'est pas exhaustive. Toujours susceptible de mise à jour, manque beaucoup. Bon, moi, j'ai compté le nombre. Non, il n'y a pas le nombre... Je suis arrivé à 8000. Ouais, non, on est loin des 20 000. Exactement. Très loin des 20 000. Mais ça peut donner des pistes pour certaines familles qui veulent connaître la vie. Parce que combien y a-t-il eu
de bagnards déportés, algériens, qui ont réussi, soit par évasion, soit par un autre système, je dirais, à rentrer au pays. On n'a pas de chiffre. Non, le chiffre on sait pas. Définitif, non. Pourquoi? Parce que déjà la mise en ligne faible s'est arrêtée en 1907. C'est ça. Voilà, alors que le bagne a traîné jusqu'à 1946. Ouais. Voilà. Bon, c'est mon projet d'aller aux ANOM, aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Bon, pour répondre à votre question, j'ai entamé une liste, 2 listes. Une liste sur les évadés. Je suis arrivé à 316 exactement cas d'évasion, des Algériens, que j'ai classés par catégorie. Ceux qui sont arrivés en Algérie, définitivement. Ceux qui sont arrivés, repris et reconduits au bagne. Ceux qui étaient repris et reconduits en Nouvelle-Calédonie et pas en Guyane. Voilà. Donc ceux qui ont fait deux bagnes. Les évasions ratées, voilà, qui sont repris dans la forêt amazonienne. Et ceux qui sont restés et dont on ne sait rien, ceux qui ont réussi à s'installer soit au Suriname, c'est-à-dire en Guyane hollandaise, où ils faisaient mieux vivre, bien sûr, ou au Brésil. C'était des cités prospères, pas comparé à la Guyane. C'était les Seychelles. Ceux qui sont... on a comme cela, on n'a aucune archive, mais... Vous dites, d'aucuns auraient pu s'installer au Venezuela. Non, on ne peut pas avoir de traces. C'est impossible. C'est vraiment impossible de vérifier, puisque ça remonte à très longtemps. Voilà. Certainement, ces acteurs nous ont quittés. Je ne pense plus. Bon, peut-être les descendants, d'accord, mais sinon, les vieux, non. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je vous ai dit que j'ai entamé l'établissement de 2 listes. Je vous ai parlé des évadés. J'ai une liste, c'était pour répondre à votre question, quel a été le sort des condamnés. J'ai une liste en ce moment qui s'élève à 4000 cas d'Algériens décédés au bagne de Guyane, avec tous les renseignements qui les concernent, parfois même avec les circonstances de la mort. Voilà. Alors, condamnez-le, l'âge, condamnez-le. Le fils 2 et 2, marié à ou veuf 2, etc., etc. Venons à ce sujet, parce que malheureusement le temps avance, etc., mais un sujet très intéressant, mais là je laisserai vos futures lectrices et lecteurs, parce qu'il faut laisser quand même ce qu'on vous découvre aussi. L'émission est faite pour donner des pistes à votre ouvrage. Il faut savoir qu'il y a eu des mariages. Des mariages entre déportés algériennes et déportés algériens. Il y a eu des mariages entre des déportés algériens avec des Françaises, des déportées françaises. Exactement, des condamnés français, surtout des relégués, beaucoup. Vous donnez une liste de ce que vous avez pu trouver dans les archives, c'est très intéressant. Ça peut servir à quelque chose. Ah oui, parce qu'ils ont eu des enfants. Exactement, il y avait la descendance. Eh bien oui, alors que sont-ils devenus? Sont-ils restés en Guyane? Ont-ils un jour décidé, parce que bon, de retrouver leur pays d'attache de leur père ou de leur mère, si elle était française? On n'en sait rien de tout cela. On n'en sait absolument rien. Là-dessus, le colonialisme français a mis une chape de plomb terrible. Comme s'il n'existait pas. Donc ceux qui sont restés là-bas, c'était les condamnés de lourde peine.
surtout les perpètes. Bon, quand on dit perpète, ce n'était pas uniquement ceux qui étaient condamnés à la perpétuité. Oui, oui. Non. Il y avait deux types de condamnation. Il y avait la condamnation à perpétuité et une condamnation à temps. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle le doublage. C'est très complexe. Oui, oui, ce que vous appelez le doublage. Voilà. J'ai fait mes 8 ans, voilà. Mais de toute façon, il me faut encore 8 ans. Non, 8 ans non compris. J'ai bien spécifié dans le livre. 5, alors la peine minimale, c'était 5. Alors, 6, 7, 8 et plus. C'était la résidence à vie. Même quand vous expiez la peine des travaux forcés, vous êtes astreint à résider à vie dans la colonie. Sauf pour les 5, 6 et 7 ans. Ceux-là, ils étaient aussi condamnés au doublage. Voilà. Si je donne un exemple, si une personne est condamnée à 5 années de travaux forcés, ban de Guyane, donc une fois il termine, il expie sa peine. S'il n'est pas mort, bien sûr, des rigueurs, des travaux forcés, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Il était astreint. On l'appelait libre. Il est libéré. Ça, voilà. Mais en fin de compte, il n'était pas libre. On le larguait. L'administration pénitentiaire le larguait complètement. Dans la rue, il se démerde donc pour la nourriture et pour le gîte. Alors, ceux-là, généralement, il faisait des bêtises pour intégrer le système. Alors, on va malheureusement s'arrêter là parce qu'on on a un petit peu dépassé le temps qui nous est imparti, Hadja Ali Mustafa. Je laisse à nos téléspectatrices et téléspectateurs le soin de découvrir votre ouvrage qui en est déjà la 2e édition, Les Bagnards algériens de Cayenne, édition Al-Amal. Un livre plus qu'intéressant, il faut vraiment le lire pour connaître un pan de notre histoire très très méconnu, auquel les historiens, peut-être par faute d'archives, peut-être par faute de quelque chose qui n'est pas très... il y a tellement de choses sur l'histoire de notre pays, de notre peuple, qu'il faut un petit peu... sur lequel il faut creuser. Mais merci mille fois à Hadja Ali Mustafa, parce que vous avez ouvert beaucoup de pistes dans cette forêt amazonienne qui est l'histoire de notre peuple et de notre pays. Merci encore Hadja Ali Mustafa, les Bagnards algériens de Cayenne. Revenez très vite nous voir puisque je suppose que vous êtes encore en train de préparer un ouvrage complémentaire à celui-ci. Je suis en train d'écrire, toujours dans le sens des déportations, cette fois-ci sur les condamnés, sur les déportés en Nouvelle-Calédonie, avec beaucoup de nouveaux, aussi impressionnants que celui-ci. Ça sera avec un grand plaisir que l'équipe d'Expression Libre vous accueillera pour votre ouvrage nouveau qui s'annonce plus qu'intéressant. Merci encore d'être venu nous voir sur le canal Algérie et bravo, mille bravos pour avoir entrouvert cette porte